Bonjour mes colibris, j'espère que vous allez bien. Alors, ici dans cette vidéo, je vais aborder l'amour versus la joie. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, en ce moment, je débat beaucoup avec une amie sur le sentiment de l'amour. Et avec nos observations sur toutes nos expériences de vie, en fait, on se dit, mais finalement, il n'y a pas un souci avec l'amour et puis, et à contrario, celui de la joie. Quand on ressent la joie, on s'aperçoit que par observation, la joie, elle te porte, elle t'élance, je veux dire, quand tu as la joie en toi, tu es léger, tout va bien, tu as la confiance, t'es intouchable, t'es dans le bonheur. Bah, tiens, d'ailleurs, là, j'ai mon petit chat, là, il est en plein dans la joie, il est dans son quart d'heure chat. Donc, si jamais vous voyez un chat passer à toute vitesse, c'est Sun, 4 mois, au taquet. Et donc, et pour en revenir à l'amour, même, juste quand vous prononcez le mot joie, ça fait waouh, on a vraiment la sensation que ça part du bas vers le haut, comme ça, et que ça ressort. Et l'amour, ça fait comme ça rentre plus. Donc, du coup, je vais vous lire 3 articles, dont un qui va aborder les sentiments. Donc, un article du site Passeport Santé qui a été écrit par Annabelle Iglesias. Ensuite, je vais vous partager quelques captures d'écran que j'ai fait par rapport à un format PDF en fait qui provient du site HEP, donc HEP FR, qui traite comment accompagner les émotions. Et ensuite, un autre article du site Osphère qui lui aussi traite le sujet l'amour, pas une émotion. Et après, je vais te partager 3 livres si tu souhaites aller plus loin et faire ce travail sur toi. Qu'est-ce qu'une émotion ? Alors, tout ce que nous accomplissons dans la vie est guidé par nos sentiments et nos émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comment distinguer un sentiment d'une émotion? Qu'est-ce qui caractérise les principaux sentiments qui nous traversent? Quelques définitions. Donc, définition de émotion. Le E égale l'extérieur et motion égale mouvement. C'est un mouvement qui sort. Réaction physiologique à une stimulation. Cette réaction vise à réguler l'état interne de l'organisme pour maintenir son intégrité. La perception du stimulus et son interprétation par l'amygdale déclenche la charge de l'émotion. Des hormones spécifiques sont libérées. Ne pas confondre avec la sensation, information donnée par les organes des sens, à savoir nos 5 sens, et la proprioception. Nos émotions provoquent des sensations. Le sentiment, état affectif complexe, combinaison d'éléments émotifs et d'imaginaire, c'est une construction psychique qui persiste en l'absence de stimulus. Combien d'émotions différentes? Cela dépend des auteurs. Les plus fréquemment cités sont la peur, la colère, la tristesse, la joie. La surprise et le dégoût ont été rajoutés par certains chercheurs, mais une étude récente de Rachel Jack de l'université de Glasgow suggère que la surprise fait partie que de la peur et le dégoût de la colère et qu'il n'y a donc que 4 émotions appelées aussi émotions fondamentales. Alors déjà là, juste sur la première diapo qui vient de défiler,
On peut bien voir au niveau de l'émotion par rapport au sentiment. Donc l'émotion, je veux dire, on la ressent. Donc c'est un peu compliqué de mentir, de dissimuler, parce que même si on veut dissimuler, le corps, lui, va réagir, hein, notamment, je sais pas, quand, comment dire, quand on a peur, par exemple, bah, tout de suite, ça se voit, quoi, je veux dire, sur notre physique, sur notre faciès, tout ça. Donc voilà, et puis bah, le sentiment, en fait, c'est quelque chose qui est plus dans la psyché, finalement. Qui va nous faire à travers toute une sorte, donc il y a beaucoup l'attachement aussi dans le sentiment, et si je dois rester dans l'amour, justement, il y a une espèce d'attachement, et des fois ça devient carrément une dépendance affective même. Mais ça, on va l'aborder un peu plus loin dans la vidéo. Mais tout ça pour dire que quand même, déjà, dès le départ, entre l'émotion et le sentiment, donc déjà, l'émotion, c'est du ressenti dans le corps, et le sentiment, c'est quelque chose qui va d'abord passer par la psyché et après nous faire ressentir justement des émotions. Alors l'amour, pas une émotion. À la question pour vous, qu'est-ce que l'amour? Que répondriez-vous? Pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'une émotion, d'un sentiment profond et complexe, ce qui est également l'avis de la grande majorité des professionnels de la psychologie et de la psychanalyse. Nous regroupons sous le vocable d'amour des sentiments pourtant très différents qui nous lient à notre conjoint, nos enfants, nos amis, notre animal de compagnie ou le Dieu auquel nous croyons. Nous disons volontiers amoureux de l'art, de la musique, de la nature, et tous ces sentiments qui nous animent nous font trouver le monde plus beau. L'amour romantique est l'une des expressions les plus intenses de l'amour, et si l'amour était en fait une pulsion physiologique et non une fonction mentale, émotionnelle. Cette question, pouvant paraître étrange, devient pertinente si l'on considère les travaux de nombreux chercheurs, principalement des psychologues, ayant mis en évidence les caractéristiques impulsives et motivantes de l'amour, similaires à celles de certains comportements addictifs, drogue, alcool, etc., et requérant parfois des méthodes de sevrage similaires. Si l'on part du principe que l'amour n'est pas une émotion, il n'en demeure pas moins une fonction mentale complexe qui interagit avec d'autres comme la mémoire, l'attention, la perception sensorielle et le raisonnement, et a même été démontré qu'il affectait la santé. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre la nature addictive de l'amour, son caractère moteur, ainsi que plusieurs de ses particularités psychologiques, comportementales et neurobiologiques. Parmi les qualités ou composantes de l'amour les plus connues, nous trouvons l'attachement, l'empathie, l'altruisme et la sexualité. L'amour comporte également des caractéristiques hormonales et génétiques, voire neurales. Pourtant, l'amour a été largement considéré par les scientifiques comme une émotion, processus axé sur l'événement, un sentiment, un état affectif. Henrik Brumna, chercheur du département de physiologie de l'Université de psychologie de la Laguna, Espagne, et de ceux qui réfutent la classification de l'amour en tant qu'émotion, y voyant une mauvaise et funeste interprétation. Selon lui, cette erreur consolidée et diffusée par la science aurait plusieurs causes, dont celle liée à l'influence de la psychanalyse, de la sous-estimation de la relation amour sexuel, la reconnaissance de la supériorité de la volonté sur l'amour, l'éloge de l'engagement comme moyen de prolonger une relation conjugale, une fois la passion consumée, et la croyance que l'amour ne dure pas plus qu'il est nécessaire pour la protection de la descendance.
Pour Buruna, ces fausses idées sur l'amour seraient extraordinairement graves et susceptibles de causer de grandes souffrances, voire dans certains cas la mort. Quand même. Ce n'est pas rien. Et donc là, je vais enchaîner direct avec justement le site Passeport Santé, avec l'article qu'avait écrit Annabelle Iglesias, où là, justement, ils reprennent tous les sentiments. Les sentiments. L'amour a été disséqué avec une précision chirurgicale par les scientifiques comme les poètes néanmoins. Sentiments et émotions, quelle différence? On pense à tort que les sentiments et les émotions se réfèrent à la même chose, mais en réalité, il s'agit de deux notions différentes. L'émotion est un état affectif intense qui se manifeste par une forte perturbation mentale ou physique, cris, pleurs, éclats de rire, tension, qui nous empêche de réagir de façon raisonnable et appropriée à l'événement qui l'a provoqué. L'émotion est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens. Elle est passagère. Le sentiment est la prise de conscience d'un état émotionnel. Comme l'émotion, il s'agit d'un état affectif, mais contrairement à elle, il se conduit sur des représentations mentales, s'installe durablement chez l'individu et son ressenti est moins intense. Autre différence, le sentiment est généralement dirigé vers un élément précis, une situation, une personne, tandis que l'émotion peut ne pas avoir d'objet bien défini. Les sentiments sont donc des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le temps. Ainsi, la haine est un sentiment attisé par la colère, émotion. L'admiration est un sentiment nourri par la joie, émotion. L'amour est un sentiment engendré par beaucoup d'émotions différentes, l'attachement, la tendresse, le désir, etc. Les principaux sentiments. Le sentiment amoureux. Il s'agit sans aucun doute du sentiment le plus difficile à définir car impossible à décrire précisément. L'amour se caractérise par un certain nombre d'émotions et de ressentis physiques. Il est la conséquence de sensations physiologiques et psychiques intenses qui se répètent et qui ont tout un point commun. Elles sont agréables et addictives. Les émotions telles que la joie, le désir physique, quand il s'agit d'un amour charnel, l'excitation, l'attachement, la tendresse et bien d'autres encore vont de pair avec l'amour. Les émotions suscitées par l'amour se voient physiquement. Le rythme cardiaque s'accélère en présence de l'être aimé. Les mains deviennent moites, le visage se détend, sourire aux lèvres, regard tendre, cui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le sentiment amical. Tout comme l'amour, le sentiment amical est très fort. En effet, il se manifeste par de l'attachement et de la joie. Mais il se distingue sur plusieurs points. L'amour peut être à sens unique, tandis que l'amitié est un sentiment réciproque, c'est-à-dire partagé par deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Aussi, dans l'amitié, il n'y a pas d'attirance physique et de désir sexuel. Enfin, alors que l'amour est irrationnel et peut frapper sans prévenir, l'amitié se construit dans le temps en se basant sur la confiance, la confidence, le soutien, l'honnêteté et l'engagement. Le sentiment de culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui se traduit par de l'anxiété, du stress et une forme d'agitation physique et mentale. Il s'agit d'un réflexe normal qui survient après s'être mal comporté. La culpabilité montre que l'individu qui la ressent est dans l'empathie et se soucie des autres et des conséquences de ses actes. Le sentiment d'abandon.
Le sentiment d'abandon peut avoir des conséquences graves s'il est subi dans l'enfance, car il peut générer une dépendance affective à l'âge adulte. Ce sentiment survient quand, étant enfant, un individu a été délaissé ou mal aimé par l'un de ses deux parents ou un être proche. Quand la blessure n'a pas été cicatrisée ou même conscientisée, le sentiment d'abandon est permanent et influence des choix relationnels, surtout amoureux, de la personne qui en souffre. Concrètement, le sentiment d'abandon se traduit par la peur constante d'être délaissé et un besoin important d'amour, d'attention et d'affection. Le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude engendre souvent de la souffrance liée à l'absence de stimulation et d'échange avec autrui. Il peut s'accompagner d'un sentiment d'abandon, de rejet ou d'exclusion de la part des autres, mais aussi d'une perte de sens de la vie. Le sentiment d'appartenance. Être reconnu et accepté dans un groupe est très important pour n'importe quel individu. Ce sentiment d'appartenance génère de la confiance, de l'estime de soi et nous aide à nous définir en tant qu'individu. Sans interaction avec les autres, nous ne pourrions pas savoir comment nous réagissons face à tel ou tels événements ou comment nous nous comportons avec les gens qui nous entourent. Sans les autres, nos émotions ne pourraient pas s'exprimer. Plus qu'un sentiment, l'appartenance est un besoin pour l'être humain car il contribue grandement à notre bien-être. Alors là, on va passer à la petite image qui représente justement toutes les zones qui ont été activées par une émotion. Donc là, les émotions, c'est la joie, l'amour et la fierté. Et donc du coup là on peut bien s'apercevoir quelle partie du corps l'émotion elle habite, elle fait vivre, elle nourrit, où elle se manifeste. Et donc là je vais rester sur l'amour et la joie. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que la joie, elle part vraiment du bas vers le haut et elle t'élance dans la vie, elle te nourrit, elle t'habille, elle te porte, quoi. Et quand justement on a débattu avec mon ami sur cette photo avec l'amour, et je lui dis c'est marrant parce que justement moi je suis en train de faire un travail là-dessus sur de déconstruction jusqu'où va ton amour vers l'autre, et souvent je me dis on a une dévotion qui nous handicape en fait tout simplement. Et d'où on est en train de travailler là-dessus parce qu'on se dit mais finalement c'est ancré pareil, donc c'est véhiculé à travers déjà les religions qui nous disent toujours d'aimer son prochain, la servitude, après pareil au niveau de la société, la femme qui a été notamment longtemps soumise à l'homme et qui n'avait pas de liberté, vraiment de droit d'agir et de se construire en dehors, seul, c'était, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit d'avoir un compte bancaire en France, voilà. Donc voilà, et pour vous dire en fait que là, pour revenir à cette image où on voit bien l'amour, que en fait on a les jambes coupées. Et c'est vrai que si je dois repartir sur moi, mes vécus de couple, je me dis souvent, ce qu'il en ressort, c'est que j'ai souvent cette impression d'être épuisée, d'être en mode raisin sec, d'avoir, entre guillemets, perdu du temps, parce que je consacre, pour moi, la vie de couple, c'était, on est à deux, donc on regarde un peu dans la même direction, et on fait ensemble, et quand l'un va pas, on s'épaule, on est une équipe, on est des coéquipiers, quoi. Et en général, c'est souvent, on rentre vite dans cette espèce de triangle de Karpman, là. Et donc, tu rentres vite dans soit un rôle de victime, de sauveur ou de bourreau.
Donc voilà, et quand on regarde bien l'image, c'est vraiment parlant, quoi. Je veux dire, ton émotion de joie, elle te porte, et l'amour, c'est ce sentiment qui, lui, qui va te faire perdre pied, finalement. Donc voilà pour cette petite analyse de la photo. J'ai trouvé ça très très intéressant aussi de voir sur ce côté corporel où que l'émotion elle est animée. Et là, franchement, voilà quoi. L'amour te fait perdre pied, certes, et donc du coup, elle te fait perdre ta propre réalité intérieure. Et comme quelque part, on dit toujours soyez dans l'amour. L'amour, c'est vraiment, c'est comme si c'était un saint Graal, et finalement, c'est pas tant que ça le saint Graal. Hein. Moi, enfin, là, plus on arrive comment dire, dans ce décortiquage. Donc pour moi, l'amour ferait partie aussi d'un système de croyances à revoir, parce que l'amour de l'autre, mais l'amour de soi aussi avant tout, quoi. Donc voilà. Et bien maintenant, je vais passer un peu au principe du monde des petits colibris, qui est de partager justement ces différentes recherches, ces différentes connaissances, ces différentes réflexions qui parfois vous interpellent dans le monde qui nous entoure. Et donc là, on reste toujours sur le sujet la joie. Donc on va parler de l'étymologie et aussi à quoi correspond la joie dans certaines religions. Alors, première définition de l'étymologie de la joie, sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir qu'on a à réagir, à accomplir non pas une tâche répétitive, mais de contribuer à un certain progrès qui est empreint d'un caractère spirituel, philosophique, scientifique, religieux ou éthérique. En grec ancien, c'est le karma. Tiens. Pour Spinoza, il définit l'amour comme une joie liée à une cause extérieure. Ce n'est pas la personne qui nous met dans la joie, mais l'idée qu'on a et qui peut être adéquate ou non. Une autre définition de la joie, une émotion, un mouvement transitoire qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Les organes associés affectés par la joie sont le cœur et l'intestin grêle, l'amour et la fierté, émotions associées dérivées de la joie. Autre définition encore, joie est une émotion vive, agréable, limitée dans le temps, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière affective ou imaginaire. Donc là, j'ai une petite parenthèse qui dit de faire le lien avec le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et donc, la joie dans pour certaines religions. Donc, dans la religion catholique, Dieu égale amour, égale joie. Pour l'islam, la joie est la valeur de la vie. Pour le judaïsme, il n'y a pas d'autre joie que le vin, sinon joie égale paix. Pour l'hindouisme, but de l'existence humaine, découvrir notre vraie nature, la joie sans contraire. Et pour le bouddhisme, joie empathique, une joie bienveillante et altruiste qui se réjouit du bonheur et des succès des autres. Et bien voilà pour la petite parenthèse de débat qui pourrait être intéressant parce que justement, comme dans les religions, le sujet, l'amour est un bon prétexte aussi pour, appuyer et guider des gens vers une direction. Voilà. Et donc, si tu souhaites vraiment faire ton travail de libération, de détachement,
et rescinder en toi certains fondements par rapport au rapport que tu as vis-à-vis de l'amour et de la joie. Je t'invite à, comment dire, donc si tu veux travailler là-dessus, donc déjà, le livre de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres, des éditions Albin Michel. Donc celui-ci, il est très intéressant parce qu'en fait, vous avez différentes thématiques, différents témoignages dedans. Tout est expliqué vraiment, donc elle reprend, il y a bien sûr le triangle de Cartman et tout, mais vraiment tout ce qui est, comment dire, par rapport aux dépendances, aux croyances qu'on nous a inculquées depuis l'enfance, les schémas qu'on a pu rencontrer aussi, les modèles qu'on a pu rencontrer et qui nous ont formatés aussi, bien sûr. Et dedans, du coup, tout est expliqué, donc par rapport au sommaire, peut-être je vais... sommaire, une pathologie du lien, un sentiment d'être vacillant, la thérapie de la dépendance affective pathologique. Après, vous avez conclusion. Et si je dois lire les petites premières pages, là, avec les petites citations qu'on aime bien à chaque fois. La dépendance se définit comme le stade où l'envie est devenue besoin, avec l'apparition de la tolérance, c'est-à-dire de la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets, et l'apparition de signes de sevrage en cas de non-consommation. Une fois passé de l'usage à l'abus, puis à la dépendance, il n'y a plus de plaisir. Et même quand il en reste, il est une maladie. Qui peut être d'amour? Michel Reynaud. Tous nos breuvages alcooloïdes existants ne sont que le substitut de la toxine unique, encore à la recherche que l'ivresse de l'amour produit. Sándor Ferenczi. Et le seul voyage dont on ne revient pas toujours les mains vides est intérieur. Amos Oz. Le triangle infernal. Désormais triangle dramatique par Stephen B. Cartman, ce triangle que je qualifie d'infernal est l'un des éléments majeurs de l'analyse transactionnelle. Il offre une grille de lecture des comportements humains et de leur interaction tout à fait intéressante et totalement adaptée dans le cadre des dépendances affectives pathologiques. Il formalise bon nombre de jeux psychologiques très nuisibles à la vie relationnelle et affective. Alors, hop, le fameux triangle, voilà, avec le bourreau, la victime et le sauveur, quoi, ou le persécuteur, c'est ça? Oui, si c'est ça, persécuteur. Alors, de quoi s'agit-il? Ce triangle décrit l'un de ces jeux et demande au moins 2 joueurs, chacun tenant l'un des 3 rôles possibles, sauveur, bourreau ou persécuteur et victime. J'utiliserai des majuscules lorsqu'il s'agira de ces comportements en termes de rôle sur le triangle. Chaque joueur se place inconsciemment sur l'une des 3 pointes. Tout être humain depuis l'enfance a un rôle préférentiel. Au cours du jeu, c'est-à-dire d'une suite d'interactions avec une autre personne, les interlocuteurs vont tourner et changer de rôle. Par exemple, le sauveur peut se retrouver en victime, celle-ci devant bourreau. Et là, donc, elle donne quelques exemples. Donc, je vais aller au bout de cet exemple. Hein. Donc, le père. Quand tu auras fini tes devoirs, je t'emmène faire un tour, d'accord? Tu dois avoir envie de prendre un peu l'air, non? Sauveur. Le fils. J'aimerais mieux aller voir mes copains. Ils m'attendent dehors. Le père. Tu ne préfères pas sortir avec moi? On serait bien tous les deux. Rien qu'un petit tour. Victime. La mère. Mais laisse-le aller avec ses amis. Tu ne vois pas que tu l'embêtes? Bourreau. Le père. Ne me parle pas comme ça devant lui, je suis son père et je veux faire un tour avec mon fils. Ne te mêle pas de ça. Bourreau. Et toi, viens,
On va aller entre hommes. Taper quelques balles. Viens avec ton vieux père, tu me feras plaisir. Victime. La mère. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? La cuisine comme d'habitude. Victime. Alors ensuite elle dit, je tiens à préciser qu'il convient de distinguer le gentillesse et l'altruisme du jeu du sauveur, tout comme il n'est évidemment pas question ici des victimes d'incidents ou d'accidents très réels lorsque nous parlons du rôle de victime. Nous allons voir comment les personnes transdépendantes affectives jouent tour à tour les trois rôles, comme une victime devient bourreau et un sauveur une victime. Bon, après, je vais pas vous faire tout le livre, mais c'est vrai qu'il est très très intéressant parce que vous voyez là, recite encore d'autres exemples pour dire à peu près, comprendre vraiment par rapport à nos comportements, nos attitudes dans la vie et comment dire, ce que l'on peut renvoyer à l'autre et que parfois, oui, effectivement, on emprunte ces trois rôles et d'où c'est super important d'être de moins, enfin d'éviter de juger et d'arrêter d'être dans le jugement constamment, quoi. Donc ensuite pareil, donc si tu veux guérir et comprendre aussi tes blessures dues à toutes ces comment dire, expériences de vie qui t'ont vraiment malmené. Donc là, bien, je vais vous présenter les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je pense que vous êtes beaucoup déjà à le connaître, mais bon, c'est un incontournable. Donc, je vous lis le petit résumé derrière. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir. Donc voilà, des éditions Pocket. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais pouvoir... je vais vous en prendre un au pif. Par rapport, tiens, là-bas, tiens, 5, chapitre 5, la trahison. Je voulais un petit court passage. Du coup, on peut trahir quelqu'un ou subir une trahison de plusieurs façons. Selon le dictionnaire, trahir signifie cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause, abandonner ou livrer quelqu'un. Le terme le plus important relié à la trahison est fidélité, contraire de trahison. Être fidèle, c'est garder ses engagements, être loyal et dévoué. On peut faire confiance à une personne fidèle. Quand la confiance est détruite, on peut souffrir de trahison. Cette blessure est éveillée entre l'âge de 2 et 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe, engendre ainsi le complexe d'Oedipe. Cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. L'âme qui veut travailler sur cette blessure s'attire un parent avec qui il y aura une forte connexion d'amour et une grande attirance mutuelle, donc un fort complexe d'Oedipe. Voici quelques explications pour ceux qui désirent davantage d'informations sur cette théorie complexe. Théorie complexe d'Oedipe, ouais, si c'est ça, créée par le psychanalyste Sigmund Freud. Selon lui, nous vivons tous ce complexe, mais à différents degrés. Chaque enfant, surtout entre 2 et 6 ans, devient amoureux du parent du sexe opposé ou de la personne qui joue ce rôle, car il est à l'âge de son énergie sexuelle où son énergie sexuelle se développe. L'enfant commence dès lors à prendre contact avec sa force de vie, sa force sexuelle, celle qui représente sa capacité de créer. Il est naturel que dès sa naissance, le bébé soit fusionné avec sa mère et qu'il ait un grand besoin de son attention et de son
et de ses soins. La maman doit quand même continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes et à prendre soin des autres membres de la famille comme elle le faisait avant qu'il arrive. Si la mère répond trop à ses caprices au point où elle en devient presque son esclave, l'enfant commence à croire qu'il peut remplacer le père et combler maman par lui-même. Dans ce cas, et toujours selon Dr Freud, l'enfant ne passera pas par la phase oedipienne essentielle à son développement et cela deviendra très malsain pour lui au niveau psychologique et sexuel lorsqu'il sera adulte. Bien passer à travers sa phase oedipienne signifie que tout enfant doit arriver à reconnaître qu'un père a été essentiel pour le créer. Même s'il n'est pas présent, la mère doit faire sentir à l'enfant que ce père existe et qu'il est aussi important qu'elle-même. Aussitôt que l'enfant commence à réaliser qu'il y a une union des deux sexes pour le concevoir, il développe de l'intérêt pour le sexe opposé. Il développe un désir inconscient de faire un bébé avec le parent du sexe opposé. C'est son pouvoir de création qui se développe en même temps. Cela explique le comportement des petites filles qui essaient de séduire leur papa et des petits garçons leur maman. Ils font tout pour obtenir l'affection du parent du sexe opposé. Ils vont également essayer de protéger ce parent malgré la déception de ne pas recevoir l'attention désirée quand le parent du même sexe que l'enfant blesse le parent du sexe opposé. L'enfant vit cela très difficilement. Certains vont même parfois souhaiter la mort du parent qu'ils accusent. Malheureusement, la plupart du temps, le complexe d'Oedipe est mal vécu parce que la mère est trop possessive de son fils et le père de sa fille. Plus le père est dévalorisé, voire complètement ignoré parfois, plus il sera difficile de résoudre ce complexe. J'ai observé que ceux qui souffrent de trahison n'ont pas résolu leur complexe d'Oedipe étant jeunes. Cela signifie que leur attachement aux parents du sexe opposé est beaucoup trop grand, ce qui affecte leurs relations affectives et sexuelles plus tard. Ils auront tendance à comparer sans cesse leurs partenaires avec leurs parents du sexe opposé ou auront de multiples attentes de leurs compagnons reliés à ce qu'ils n'ont pas reçu du parent du sexe opposé. Au moment de l'acte sexuel, ces personnes éprouveront plus de difficultés à se laisser aller entièrement. Elles se retiendront car elles auront peur de se faire avoir par l'autre. L'âme qui s'incarne dans le but de guérir la blessure de trahison se choisit des parents qui utilisent la séduction avec l'enfant et qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Avec ce genre de parents, l'enfant est porté à sentir qu'ils ont besoin de lui ou il veut surtout que le parent du sexe opposé se sente bien. Il essaie par tous les moyens d'être spécial pour ce parent. Un homme souffrant de la blessure de trahison me racontait que dans sa jeunesse, sa mère et ses deux sœurs le valorisaient en lui disant que lui seul parvenait à faire briller les chaussures de cette façon lorsqu'il les nettoyait ou à faire tant luire le plancher lorsqu'il le lavait et le cirait. Lorsqu'il exécutait ces deux tâches, il se sentait donc spécial. Il ne réalisait pas qu'il se faisait manipuler par la séduction. Voilà un exemple démontrant comment on peut vivre inconsciemment de la trahison étant jeune. Et je vais m'arrêter là parce que sinon après ça continue. Donc, si tu veux savoir la suite, je t'invite à investir dans ce petit livre. J'allais dire, je ne sais pas trop combien je l'ai payé. Oh, je l'ai dû le payer d'occasion celui-là. Et donc pour finir, du coup, je vais pareil vous partager ce petit cahier d'exercice d'Elina Borges, édition Jouvence. Et donc dedans, c'est guérir par l'énergie, la méditation et la thérapie. Donc j'aime bien aimer ce petit cahier parce qu'il y a plein de petits exercices. Et justement aussi pour vous donner une petite forme d'idée pour survoler, prendre du recul et vraiment faire la scission entre ce que vous pouvez traverser sur le moment et vous détacher des émotions et vraiment observer ce qui se passe vraiment.
Donc du coup, je vais vous lire le petit passage, le petit exercice sur la projection au cinéma. Asseyez-vous confortablement, le dos bien droit, les paupières closes. Prenez quelques instants pour faire le vide dans votre esprit et pour revenir à votre corps. Vous êtes désormais profondément apaisé. Concentrez-vous maintenant sur votre espace mental, votre réalité intérieure. Voyez-la lentement bouger, se transformer. Des formes apparaissent peu à peu, une image devant vous se crée. Cela ressemble à un écran. Oui, c'est cela, un immense écran blanc. Vous êtes assis au cinéma et vous attendez patiemment que la projection commence. Cela ne devrait plus tarder. Quelque chose apparaît à l'écran. Vous lisez le chiffre 100. Il s'efface rapidement, le chiffre 99 s'affiche maintenant. Puis, il s'efface. Le chiffre 98, les chiffres 97, 96, 95, 94, 93, 92. Le chiffre 91 se détache à peine. Le chiffre 90 n'apparaît même pas. Vous demeurez assis devant ce grand écran blanc, aussi blanc et aussi vide que votre esprit. Soudain, le film commence. Vous vous souvenez du thème? Vous vous rappelez de ce que vous désiriez tant connaître. Pourtant, tout cela paraît déjà lointain. Détaché de vous, vous observez en simple témoin ce qui se joue devant vous. Quelle image apparaît à l'écran? Quel est le personnage principal du film? Quelle est l'histoire? Quelle est l'intrigue? Vous percevez tout si facilement. Vous regardez le film dans son entier, vous en découvrez même la fin. Quelle compréhension se sent en vous? Quel éclairage nouveau s'impose? Quelle évidence se fond? Mystérieusement détaché de ce qui se déroule devant vous, vous êtes pourtant parfaitement omniscient, vous savez tout. Le film est désormais terminé, toute la lumière est faite en votre esprit. Vous possédez les réponses à vos interrogations et les éclaircissements qui vous manquent. Vous êtes bien, vous êtes en paix. Sur l'écran redevenu blanc, 2 mots apparaissent. 2 mots qui clignotent en rouge, en gros comme un signal, comme un commandement. Que disent ces mots? Concentrez-vous pour les lire. Ils sont flous, mais ils deviennent clairs soudain. Vous lisez. Réveillez-vous. En un instant, vous êtes de retour chez vous, pleinement conscient et éveillé. Vous êtes désormais celui qui sait. Et donc, le but de cet exercice, j'entraîne chaque jour ma capacité de vision. Après une semaine de pratique quotidienne de l'exercice du cinéma, vous allez commencer à sentir des changements en vous, mais également hors de vous. Vos relations seront apaisées et votre quotidien se trouvera illuminé, simplement parce que vous serez éveillé à votre propre lumière. Et donc là, elle met une petite liste et tu dois cocher les petites cases qui correspondent à ce que cette pratique t'aura apporté. Et donc, mes anciennes limitations n'existent plus. Si j'éprouve de la peur, par exemple, je sais comment aller voir au-delà pour trouver ma propre confiance. Je suis capable, grâce à ma seule vision intérieure, de mieux comprendre les choses et de me guider dans ma vie quotidienne. Plus je pratique et plus il m'est aisé de voir avec clarté les tenants et aboutissants d'une situation, même si je suis impliquée. Je sens une confiance grandir en moi, une foi qui n'existait pas avant. Je vois désormais mon avenir rempli de magie et cela me rend tellement heureux. Si certaines cases demeurent blanches, je vous conseille de continuer à pratiquer quotidiennement l'exercice de la projection au cinéma. Soyez sans crainte, votre vision deviendra rapidement plus claire et plus stable. Si toutes les cases sont cochées, félicitations, vous avez véritablement ouvert votre capacité de vision.
Vous pouvez passer à la suite et découvrir comment utiliser de façon plus concrète et plus rapide encore votre magnifique intuition. Et donc après, sur la suite, du coup, c'est passé à l'intuition, donc muscler son intuition, j'aime bien. En plus, avec ces petits dessins là. Yeah. Et bien voilà mes petits colibris, j'espère que cette vidéo, tu l'auras trouvée intéressante, que ça va te permettre de travailler, de voir jusqu'où justement l'amour t'habite, où elle t'emmène. Et toujours cette petite phrase, hein, oublie pas que même si tu aimes, n'oublie pas de te demander à qui tu dis oui et à qui tu dis non. Que parfois aimer aussi c'est laisser l'autre faire son chemin. C'est parfois pas évident, mais comme on dit, on peut faire des choses par amour, mais parfois si on essaye de trop accompagner l'autre et qu'on s'en oublie soi-même, du coup c'est un peu comme le sauveteur qui oublie de se mettre en sécurité lui-même et finit dans la même situation que la victime qu'ils doivent sauver. Donc voilà. N'oubliez pas aussi que d'abord s'aimer soi et après aimer l'autre, c'est quand même une priorité, même si souvent on nous inculque un peu l'inverse, qu'on nous demande la plupart du temps de refouler nos émotions. Nos émotions sont là pour une raison bien précise, c'est que quelque part, comment dire, elles nous transmettent justement ce qui nous interpelle, ce qui ne résonne pas forcément en nous, ou ce qui vient secouer des fondements en nous. Et donc c'est hyper important de capter les messages, de prendre soin de ces émotions, de les accueillir. Une émotion ne nous rend pas faibles, bien au contraire. C'est un peu un de nos outils en fait qui nous permet aussi de nous recentrer et de nous remettre un peu les pieds bien ancrés dans la terre et de pouvoir bien se tenir droit comme un bon gros i et justement de faire exploser tout ça, pouf, de le faire ressortir. Il y a plein de moyens pour gérer tout ça, donc bah voilà mes petits colibris, et j'espère que oui, que cela va vous plaire et que ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue. Et en attendant, bah prenez bien soin de vous, chuchotez-vous bien, et n'oubliez pas que votre centre est le plus important de tous et que on peut aimer, être habité par la joie lorsque c'est fait, en fait, quand c'est en soi. Du coup on l'expose au monde, et en faisant cela, eh bien le monde va, si tout le monde le ferait, forcément le monde irait mieux. Voilà. Et donc pareil au niveau des bouquins, franchement, notamment celui-ci là sur le détachement affectif, il est vraiment très complet, et vous allez voir que même dans vos schémas d'enfance, il y a des choses qui peuvent être abordées et qui secouent un petit peu, mais des fois c'est nécessaire. Donc bah voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous mes colibris, et je vous dis à très vite. Bye bye.